Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Cinéma Shot. Je vais donc vous dévoiler mon avis sur les films que j'ai vus entre janvier et mars 2017 en commençant par celui que j'ai le moins aimé pour finir par mon petit chouchou. C'est parti. On va faire un truc. Je vais pas commencer le premier épisode de cette chronique par une crise de nerfs. Alors, Gangsterdam est à la dernière place de ce classement, mais on dit qu'on en parle plus tard, ok? Je préfère parler de vrais films avant ça. Et donc on commence tout de suite par un film que je n'ai pas trouvé mauvais du tout, mais qui se retrouve tout de même à l'avant-dernière place de mon classement. Du coup, ce classement ne sert à rien, c'est mal foutu, j'arrête cette chronique, fin. Non, bien évidemment, c'est aussi pour cette raison que j'ai créé mon classement comme ça, car encore une fois, Grave n'est pas du tout un mauvais film. Mais, comparé aux 20 autres longs métrages que j'ai vus ces 3 derniers mois, eh bien c'est clairement celui que j'ai le moins envie de revoir. Parce que l'horreur viscérale de Grave, c'est pas du tout ma came. Cela dit, Grave est un film dérangeant de par le thème abordé, celui du cannibalisme, et de sa mise en scène glauque, horrifiante, mais vraiment réfléchie. Oui, je vous ai dit que ce film est interdit en salle au moins de 16 ans. Deux choses m'ont plu dans ce film. Tout d'abord, le basculement progressif de l'héroïne dans son vice qui est amené de façon très intelligente et maîtrisée. Mais ce qui m'a surtout plu, c'est le traitement de la relation entre les deux sœurs. Cette relation est en effet très bien écrite, crédible et parfaitement illustrée jusqu'à la toute fin. Pour Julia Ducournau, la réalisatrice, l'être humain, ou plutôt certains êtres humains, peuvent être capables du pire, tout en gardant leur humanité. En bref, Grave, de par son statut de film d'horreur franco-belge, son thème, son écriture et sa réalisation, est, je pense, à voir au moins une fois dans sa vie. Mais ce n'est clairement pas mon genre de film. Donc, même s'il se situe à l'avant-dernière place de mon classement, Grave mérite évidemment plus. Allez, enchaînons par le film dont j'assume vraiment la place en fin de classement. En bas de mon classement se trouve donc Seul de David Moreau. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce film? Voyons... Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde! Oh là, non, je me suis toujours promis de ne jamais m'abaisser à ce genre de troll. J'essaie toujours de voir le côté positif des choses, même si je n'ai pas aimé. Et puis après tout, ce film ne fait de mal à personne dans ses propos comparé à... D'ailleurs, petite parenthèse, à la base, Seul est une BD dont je me suis empressé de lire les 5 premiers tomes, qui correspondent à peu près à ce premier film, après l'avoir vu en salle. Alors l'ambiance n'a rien à voir, c'est mignon et assez frais. Alors, recentrons-nous sur le film Seul. 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 Ouais, la qualité de sa photographie est chouette, hein, y a de belles images, quoi. Non, franchement, j'en attendais pas grand-chose. Je suis rentré dans la salle en me disant qu'un film de genre français avec, d'après la bande-annonce, des ambitions de blockbuster américain, il fallait au moins encourager l'initiative. Mais ne fait pas de cinéma américain qui veut. Oh, la phrase de prétentieux de mes couilles. Quand je regarde un film, s'il me plaît, je suis prêt à passer outre quelques défauts et clichés. Mais là, c'est bien l'accumulation de maladresse et de fautes de goût qui en font, pour moi, un mauvais film. Ford Mustang GT 500 Shelby 1967. Non mais qui parle comme ça, sérieux? Et pour citer quelques-uns de ses défauts, les personnages clichés, les dialogues clichés, Ford Mustang GT 500 Shelby 1967. les situations clichés, Ford Mustang GT 500 Shelby 1967. l'image de synthèse horrible, franchement, même dans GTA c'est mieux fait, les gros problèmes de rythme et le manque d'âme qu'ils impliquent. En gros, on ne se repose jamais, on s'attarde peu sur les émotions, comme s'il fallait tout le temps qu'il y ait soit du dialogue, soit de l'action. On a aussi le cliffhanger final mal amené, et surtout, les effets de style un tantinet kitsch et surtout énervant. Je le dis sans condescendance, mais c'est vraiment ce que je ressens. Si j'avais eu 16 ans et que j'avais voulu écrire une histoire de genre fantastique, j'aurais pu écrire un truc qui se rapproche de Seul. Oh, la prétentieuse phrase de mes couilles. Et c'est d'ailleurs à un public d'adolescents que le film s'adresse. Je ne suis donc plus le public cible. Mais malgré tout, est-ce que ça en fait pour autant un bon film d'ado? Pas sûr, du tout. C'est très la voiture avec un volant et des roues. Je n'ai aucun problème à ce qu'on veuille copier ce qui marche outre-Atlantique, surtout si c'est une façon de faire qu'on aime. Mais ne retirer de Hollywood que ces clichés les plus kitsch sans aucun recul ou second degré, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Bref, si vous avez aimé ce film, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Mais enfin, franchement, je pense pas. Oh, la couille de prétentieux de mes phrases. A Cure for Life. Oui, vous avez bien lu. A Cure for Life. Bordel, qui s'occupe de la traduction des titres de films pour la version française? J'aurais 2 mots à lui dire. Alors, il y a des films sur lesquels j'ai beaucoup de trucs à raconter. Heureusement, cette vidéo ne durera pas 3 heures parce qu'il y a aussi des films pour lesquels je n'ai pas grand chose à dire. Le film que j'ai trouvé très moyen, A Cure for Life, fait partie de cela. C'est très bien filmé, beau à regarder, parfois mal monté, avec des flashbacks à la Christopher Nolan, mais sans le talent de Christopher Nolan. Et surtout, bon, j'aurais vu le film étant plus jeune, j'aurais peut-être trouvé ça chouette, mais maintenant, bah, c'est cousu de fil blanc, quoi. Allez, pas besoin de perdre plus de temps avec ça, on enchaîne avec le film durant lequel je me suis le plus ennuyé, et par pitié, vraiment, ne m'en voulez pas trop. Bon, alors, comment dire La La Land est très bien, il est maîtrisé de A à Z avec 2 acteurs principaux convaincants. C'est un très bel hommage à l'âge d'or des comédies musicales américaines, mais comme justement l'âge d'or des comédies musicales américaines c'est pas du tout mon délire et que l'histoire ne m'a absolument pas touché, eh bien je me suis Bonjour, je suis La La Land de Damien Chazelle.
Bonjour, entrez. C'est déjà fait, vous étiez en train de parler de moi, c'est ça? Oui, je disais que... Oui? Je me suis en... Comment? Je me suis en... Pourriez-vous articuler davantage, s'il vous plaît? Je me suis emmerdé devant La La Land, voilà, c'est pas un drame. Non, mais attendez une minute, c'est hyper bien fichu, hein, y a pas à dire, les chorégraphies des acteurs sont impeccables, la réalisation de Damien Chazelle est hyper maîtrisée, les décors, les costumes, non, franchement, c'est du très bon. La La Land est très bien fait. Mais bon, me demander d'apprécier La La Land, c'est comme si vous demandiez à un tyrannosaure de s'extasier devant la plus belle feuille de laitue du Crétacé. La La Land ne m'a pas atteint, ne m'a pas touché. Donc bon, direct en bas de mon classement pour l'instant, même s'il mérite, évidemment, plus. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Ah, Nathalie, mon crush d'adolescent. Elle livre ici une excellente performance de mimétisme. Elle a travaillé des heures sa voix et sa posture pour réussir à copier celle de Jackie Kennedy et le résultat est troublant. Au-delà de son interprétation, l'angle du film adopté pour évoquer l'assassinat de JFK et la semaine qui a suivi est intéressant. Même si on n'évite pas certaines longueurs. Voici donc un western interdit aux moins de 16 ans en France au cinéma. Oui, Brimstone est violent, mais c'est surtout dans son thème qu'il choque le plus. Je ne m'étais absolument pas intéressé à ce film. Des amis m'ont poussé à aller le voir et c'est donc l'esprit vierge de tout a priori que je suis entré dans la salle. Et alors là... Bonjour, je suis Brimstone de Martin Couloven. Ouais, c'est absolument l'effet que m'a fait ce film. Alors pourquoi se retrouve-t-il si bas dans mon classement? Eh bien parce que ce classement est fondé sur ma volonté de revoir ou non un film par rapport à un autre. Et comparé aux films qui viennent après, je préfère laisser Brimstone de côté, parce que ce film est parfois très dur à regarder, vraiment. Oui, Brimstone est dur, mais ça n'empêche pas d'être parfaitement rythmé, avec de superbes idées de mise en scène. Et surtout, la représentation du mal incarné par Guy Pearce est tout simplement exceptionnelle, et ce, dès le premier plan. Le film est d'ailleurs accompagné d'une musique puissante avec des chœurs de graves qui font vibrer les entrailles. On remercie Junkie XL qui n'en finit décidément pas de nous sortir des bandes originales qui déchirent. Il est intéressant de voir que ce film arrive à nous montrer ce que Jane Gottingen nous promettait sans y parvenir, le parcours d'une femme vivant au 19e siècle qui doit s'en sortir avant tout par elle-même, là où Jane se fait systématiquement aider par la jante masculine. Bref, Brimstone, c'est un énorme coup de cœur complètement inattendu, et il mériterait d'être placé bien plus haut dans un classement se basant sur des critères plus qualitatifs. Film suivant. Alors, chez nous, ce film politique. Non. Mais... Non. Mais quoi? T'es fou? Mais pourquoi? Pas de politique. Hein? On parle pas politique. Mais pourquoi? Tu veux des pouces rouges? Non mais je m'en fous des... Tu veux des commentaires de trolls? Eh mais c'est bon, je vais pas me laisser marcher sur... Pas de politique. Bon, j'ai vraiment aimé ce film. C'était bien interprété et il y avait le grand André Dussolier. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Voilà, c'est bien qu'il existe ce genre de film en France en ce moment. Pas de politique. Ok, c'est bon, on enchaîne. Même si je me suis ennuyé devant La La Land, je n'ai rien contre les comédies musicales. Eh oui, bonjour, je parle allemand. Et vous aussi apparemment, puisque vous me comprenez, Comment? Ce n'est pas en imitant un accent approximatif qu'on peut parler une autre langue? Ah, bon, ok, Donc, comme vous l'avez deviné, je suis allé voir La Belle et la Bête en VO, en anglais donc. Et pour vous remettre dans le contexte, l'action se situe en France, avec des personnages français. Alors je ne suis pas foncièrement contre l'idée d'inclure un accent aux personnages pour signifier qu'ils parlent en réalité une autre langue, et que leurs paroles sont traduites, bien pour signifier qu'ils ont effectivement un accent par rapport à la langue qu'ils sont censés parler dans le film. Bonjour Willy. Qu'est-ce que t'as dit au sujet de ma mère? Mais je trouve que ça passe beaucoup moins lorsqu'un seul des personnages a un accent alors qu'ils parlent la même langue que les autres. Look at her. What if she is the one? Ok, Ewan McGregor, tu sais faire l'accent français parce que tu es censé parler français dans le film, alors comment se fait-il que tes collègues ne parlent pas comme toi? Well, of course he can talk. Est-ce que ça veut dire qu'en réalité ces personnages censément français ont un accent anglais? Bref, c'est du détail mais ça m'a fait sortir du film une ou deux fois. Sinon, La Belle et la Bête. J'ai trouvé la caméra beaucoup trop proche des personnages, notamment des objets vivants. Ça en devient brouillon, parfois illisible, je me suis souvent senti enfermé dans la façon de voir du réalisateur. Bref, on nous donne une idée de ce qu'on veut voir mais les images ne nous aident pas à la réaliser pleinement. Sinon, je suis pas forcément regardant sur les images de synthèse, mais là j'avoue que le visage de la bête... non. En termes d'histoire pure, j'ai toujours un problème avec la morale du film que je trouve maladroite alors que ça aurait pu être réglé en quelques lignes de dialogue. Parce que franchement, en l'état, je trouve que ça ressemble un peu à ça. Ah, regardez-la. Peut-être qu'elle est l'élue, celle qui réussira à briser l'enchantement, celle qui pourra nous rendre forme humaine. Il faut qu'elle vous aime, pas pour elle, mais pour nous.
La priorité n'est pas son bonheur, mais le nôtre. Mais après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Conciliabule. Hein? Tu n'as pas dit conciliabule. Non. Bah, dis-le. Non. Je disais donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas non plus passé une séance désagréable. Le film reste bien rythmé, les gags ont plutôt bien fonctionné sur moi, et surtout, les chansons et les chorégraphies sont très bien traitées, entraînantes et envoûtantes. Et ce n'est pas que ma fibre nostalgique du dessin animé qui me fait penser ça, même si à choisir, je préférerais revoir ce dernier. La Belle et la Bête, un conte de fées qui se termine par un béco. Nathalie. Logan. Que dire bon, puisque je dois éviter les spoils, seuls ceux qui ont vu le film comprendront ce que je vais dire. Je vous rassure, ça va aller assez vite. Logan fourmille de bonnes idées, des métaphores intéressantes, des mises en abîme intelligentes qui rendent un bel hommage au personnage de Wolverine, qu'il soit sur papier ou sur pellicule. On est très proche du film dystopique à la Looper ou La Route, deux films que j'adore et je suis donc ravi de voir qu'à l'instar de Chronicle ou Super, on peut raconter une histoire de super-héros autrement au cinéma. Mais je n'ai pas accroché plus que ça. J'ai trouvé le temps long et même si la violence est justifiée, je n'ai pas bien compris ce que ça apportait d'en montrer autant. Bon, il faut dire aussi que je n'ai jamais été un grand fan de Wolverine sur grand écran, donc le film ne m'était sans doute pas adressé. Mais enfin, au moins avec ce film, j'ai appris qu'Eric Lassalle est toujours vivant. Mais vous, les fans de Wolverine, ou vous, les fans de western ou de road movie, ne soyons pas fâchés. Je suis content pour vous que vous ayez aimé ce film, vraiment, et je suis même bien content que Logan ait trouvé son public. Je n'ai découvert le premier John Wick que parce que je voulais voir le deuxième opus. C'est donc tout récent. Et pourquoi j'ai subitement voulu voir le deuxième opus? Eh bien à cause de cette bande-annonce. Ça fait un peu penser à ce que je fais dans mes mashups, non? Normal que ça me plaise donc. Cela dit, même si j'ai beaucoup aimé le premier film, celui-là m'a davantage laissé de marbre. Et non, ce n'est pas parce que son scénario tient là-dessus. Non, là-dessus. Non, je veux dire là. Voilà. Parce que bon, le scénario n'est vraiment qu'un prétexte. L'idée ici, c'est de s'en prendre plein la gueule avec les scènes d'action. Et justement, même s'il y a quelques idées de mise en scène géniales dans ce film, tueur à gages Dans les couloirs du métro. eh bien, John Wick 2 n'apporte pas suffisamment de nouveautés par rapport au premier opus pour être mémorable, je trouve. Mais bon, pendant 2 heures, si on aime la baston, on s'amuse bien. Ghost in the Shell, l'adaptation live avec Scarlett Johansson d'un animé de Mamoru Oshii sorti en 1995. Sur l'affiche française, il nous vendait. Mais ils se sont clairement trompés de jeu. J'ai donc été voir Ghost in the Shell et j'ai eu à peu près ce à quoi je m'attendais. J'ai vu l'animé il y a quelques années et même si j'ai trouvé l'intrigue assez brouillonne, j'ai pas tout compris lol. Toutes les problématiques et les thèses philosophiques et anthropologiques que pose l'avènement d'une intelligence artificielle sont impeccablement expliquées et vraiment exceptionnelles d'un point de vue purement théorique. En gros, l'âme de l'animé, son Ghost, était incroyable, mais son enveloppe, son shell, était trop brouillonne pour moi. Eh bien le film c'est exactement l'inverse, une belle coquille pour un film sans âme. Mais je m'y attendais. Quand j'ai su qu'une adaptation cinématographique avec Scarlett Johansson en vedette allait voir le jour, je me suis dit le propos tenu dans l'animé sera jugé trop complexe par les producteurs, ils vont sans doute l'aseptiser. ouais, je sais pas pourquoi quand je réfléchis, je pense avec la voix de Maïté. Bécasse. J'espérais me tromper en pensant à cette aseptisation du propos de Ghost in the Shell. Mais non, l'intrigue est vraiment banale, usant même de facilités scénaristiques que j'aurais préféré ne pas voir, comme par exemple le méchant bien méchant qui a mis l'occasion de tuer les héros, mais comme il est méchant... non, c'est même pas une excuse, ses actions défient toute logique. Bon bref, mais au-delà de l'intrigue, le film est clair dans ses actions, vraiment joli, malgré 2-3 effets assez limites, notamment à la fin où Scarlett Johansson marche à 3 cm du sol à cause d'une incrustation ratée. Et le petit plus que j'ai bien kiffé, la voix de Kouzé, très bien pensée et travaillée. Des robots, de belles images, je n'ai donc pas passé une séance désagréable, même si Ghost in the Shell est loin de m'avoir fait grimper au rideau. Seule solution pour redorer son blason, une suite pour approfondir le propos sur l'intelligence artificielle. Y en aura-t-il une? Aucune idée. Mais maintenant que les personnages sont présentés et qu'on peut directement attaquer le fond du problème, ils le mériteraient. Et le faire d'une manière un peu plus intelligente ne serait pas plus mal. Un film moyen à mes yeux, qui a donc une note moyenne, ce qui nous amène ainsi à la moitié supérieure de ce classement. Non bon, avant, on va vite faire refaire un tour tout en bas, ça va pas être long mais vraiment je dois vider mon sac. Bon, on va essayer d'aller vite parce que j'ai pas envie d'épiloguer là-dessus, mais il me paraissait important d'en parler. Même si j'inclus Gangsterdam dans mon classement parce que je voulais donc en parler, je ne l'inclurai pas dans mon mashup parce que je ne veux pas valoriser ce film, mais aussi parce que je n'en ai vu que 45 minutes. Il me manque donc le début et la fin. Donc, mon opinion sur ce film ne se fonde que sur ces 45 minutes. Cela dit, j'en ai vu suffisamment pour affirmer que le bashing du personnage de Durex, raciste, misogyne et homophobe, est complètement justifié. Ce personnage fait notamment l'apologie du viol dans le plus grand des calmes sans que personne ne proteste. Ce n'est pas parce que c'est un personnage absurde qu'on doit tout lui permettre. Bref, je ne vais pas m'attarder sur ce personnage, de nombreux articles l'ont très bien fait sur internet. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le malaise ne vient pas que de ce personnage. Tout le film est rempli de propos plus que douteux. Si on met de côté l'héroïne, je parle du personnage principal, pas de la drogue, Lol. les autres personnages féminins du film sont traités comme de la merde. Les femmes sont soit idiotes, soit droguées au sexe, soit les deux. Et que dire du personnage joué par Patrick Timsit, le père de Kev Adams dans le film, qui fait figure de morale avec des phrases nébuleuses comme « Ce qui compte dans la vie,
C'est pas ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on ne sait pas encore faire. Et qui te dit juste avant une autre réplique pleine de bon sens et de bon goût, dans cette filière, les filles sont moches donc elles sont pas trop regardantes. Mais ce qui me dérange le plus, c'est bien la présence de Kev Adams au casting. Je n'avais pas grand chose contre lui à la base, je le trouve même plutôt bon en tant que comédien de doublage par exemple. Pour le reste, c'est plutôt une question de génération. Et c'est justement là le problème. Quand on insiste autant pour être l'idole des 12-17 ans et quand on a autant de succès et d'impact chez les jeunes, qu'on le veuille ou non, on a un minimum de responsabilité à avoir envers son public. Un public qui peut parfois manquer de recul parce que quand on te matraque les mêmes propos abjects pendant 1h30, je suis sûr qu'inconsciemment ça fait son chemin. Entre Soda et Gangsterdam, il y a un monde et je trouve ça vraiment honteux que ce film soit classifié tout public, notamment quand tu entends des phrases comme « Elle lui a vomi sa paella sur la bite », ouais, sur la bite, sur la bite. Répétez autant de fois que je l'ai dit, hein, bien sûr. Ouais, on en est là. Bref, je suis rarement aussi péremptoire et insurgé devant une œuvre, mais je le dis sans complexe, Gangsterdam est dégueulasse. Et je peux vous assurer que ce genre de phrase, je ne le dis quasiment jamais. Bref, parlons à présent des films qui m'ont mis en joie pour ce premier trimestre 2017 et regagnons en bonne humeur. L'amusement. LOL. Alors, Lyon. Je dois vous dire que j'ai tout de suite été accroché par l'ambiance de ce film. Bien installé dans mon fauteuil, j'ai rapidement eu le sentiment d'assister à un long métrage maîtrisé, centré sur son personnage, puisque pendant toute la partie sur l'enfance de Saru, son héros, nous nous trouvons littéralement à sa hauteur. On vit avec lui son aventure, son triste sort, avant d'arriver sans temps mort à l'âge adulte. Saru est alors interprété par Dev Patel. Les émotions diverses se sont succédées chez moi sans pour autant que le film en devienne larmoyant. Et puis, cette scène est arrivée. Et alors... Soyons clairs, il n'est pas si rare que mes yeux s'humidifient d'émotion devant un film. Cependant, verser des larmes et des larmes de manière incontrôlée, c'est déjà plus surprenant. Mais là, devant cette scène de Lyon, les vannes se sont ouvertes d'un coup. Et la raison en est toute simple, cette scène m'a touché personnellement et profondément. Elle m'a touché car je partage exactement la même philosophie que Sue Byerly, la mère adoptive de Saru interprétée par Nicole Kidman. Et c'est exactement le discours que j'aimerais tenir à mon enfant si un jour je décide d'en adopter un. Ah oui, nous nous trouvons actuellement dans... L'anecdote personnelle et intime de Valentin. Bref, Lyon est un film tire-larme, oui, mais c'est tout à fait légitime et il ne se complaît pas là-dedans pour autant. Lyon est un film très beau, sincère et bienveillant. Coup de cœur. Alors qu'on soit clair tout de suite, le sujet est moins la conquête de l'espace que le combat de 3 femmes contre le sexisme et le racisme. Donc forcément, si vous cherchez un film décrivant une partie de l'histoire de la conquête spatiale avec exactitude, vous serez déçu. D'ailleurs, si vous cherchez un film décrivant une partie de l'histoire avec exactitude, vous serez déçu. Car oui, le film le précise lui-même au début, il est inspiré de faits réels. Le mot important là-dedans étant... Non, je déconne. Quel con. Overlol. Le mot important étant inspiré, car niveau véracité historique, les figures de l'ombre, bah on repassera, hein. Mais ça, je ne le savais pas en allant voir le film. Par contre, j'ai lu le... Déroulé. Très intéressant de Florence Porcel, vulgarisatrice scientifique, à ce sujet. Je vous invite vraiment à le lire et aussi à la suivre sur Twitter si tout ce qui concerne l'espace vous intéresse. Et donc, malheureusement, certains attendaient bien un film crédible sur la conquête spatiale. Donc non, comme je l'ai dit plus tôt, la conquête spatiale est plus un prétexte qu'autre chose. Mais au-delà de cette remarque, j'ai aussi vu des personnes s'insurger contre la banalité de l'intrigue. Alors, je suis d'accord, l'intrigue est ultra classique, mais elle fonctionne. Ce qui est important ici, c'est moins la manière dont se déroule le film que le sujet qui y est abordé. Pour des spectateurs qui ne vont au cinéma qu'une fois tous les 2 mois, ils assistent à un film efficace et bien mené, plein de bonne humeur sur un sujet qui peut leur parler. Ouais, le cinéma c'est aussi un art populaire et parfois il n'est pas nécessaire d'écrire une intrigue totalement révolutionnaire pour qu'un film fonctionne, plaise et parle au public. C'est une question de cible et d'enjeu. Et montrer aux gamines des femmes fortes tirées de l'histoire comme celle des figures de l'ombre, ouais, c'est important et même essentiel. Surtout que... l'alchimie entre les 3 actrices fonctionne à merveille. Et puis bon, aussi dans ce film, il y a Mahershala Ali. Mais on va en parler plus en détail dans un instant. Quitte à choisir, je préférerais revoir un dessin animé très concon dans mon canapé après une dure journée de boulot. Mais Moonlight est clairement un de mes coups de cœur de cette année. Moonlight est un film puissant, juste dans sa réalisation et dans ses dialogues, et excellent dans son jeu d'acteur, avec notamment Mahershala Ali. Ah ouais, ok, c'est pour ça qu'il a raccourci son nom en Mahershala Ali en fait. Ok, donc Mahershala Ali, c'est le mec qu'on a découvert en 2004 dans l'excellente série et qu'on a pu apercevoir plus récemment dans le film et la série. Ouais, si vous avez vu ces 3 œuvres, vous voyez donc que le mec est bon. Très bon. Mahershala Ali a une classe folle. Point. À quand un premier rôle digne de ce nom pour ce mec? Non, vraiment, pour en revenir à Moonlight, le film est fort dans son intrigue, poétique dans sa réalisation et touchant dans son traitement. Et ça, c'est beau. Alors sincèrement, je n'ai pas compris où Guillaume Canet a voulu aller avec ce film. Rock'n'Roll a vraiment le cul entre 2 chaises. Bonjour, je suis Rock'n'Roll de Guillaume Canet. Je
m'attendais d'abord à une sorte de fable déjantée sur la crise de la quarantaine avec sa petite morale consensuelle, puis je me suis dit que j'assistais à une énorme mise en abîme déjantée dans laquelle on voyait la conception de rock'n'roll, et arrivé à la fin du film, je me suis dit que je venais d'assister à un film déjanté. Point. Je n'ai pas compris le message, mais est-ce qu'il y en avait vraiment un? Cela dit, la première partie du film, avant le changement physique de Canet teasé dans la bande-annonce, m'a fait beaucoup rire. La gêne et les moments malaisants sont très bien mis en scène et très bien interprétés. Le rire était grand, mais bon, j'ai pas compris la fin, lol. Concluons tout de suite pour aller plus loin ensuite. J'ai vraiment passé un moment agréable devant l'écran. M. Night Shyamalan nous montre qu'il en a encore dans le ventre, même si on pouvait légitimement en douter depuis quelques années. Le film est bien mené, l'interprétation de tous les acteurs est convaincante, avec une mention particulière pour l'excellent James McAvoy. Après bon, même s'il nous fait la démonstration de sa réalisation minutieuse, il n'oublie pas non plus de conserver un de ses défauts. Des plans parfois vraiment très longs. Non, franchement, quand on met 20 secondes à tirer sur une poignée de porte, c'est sûr qu'on peut que se faire attraper. Bref, les scènes s'en trouvent souvent allongées et inutilement. Oh, mais qu'entends-je? Ne me dites pas que... Mais oui, c'est le jingle spoiler alerte. Spoil, 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 c'est l'heure du spoil, si ça spoil le film. Avance ton curseur jusqu'à 23 minutes et 23 secondes. Je suis obligé de parler de cette fin, parce que je ne m'attendais à rien de spécial lorsque la scène du snack a commencé. Et puis lorsque le combo Glassman plus Bruce Willis est arrivé, j'ai carrément lâché un... dans la salle. Bon, non, c'est pas tout à fait vrai. En vrai, c'était plus un... Oui, je suis très sensible au fanservice et ce clin d'œil à Incassable m'a d'autant plus plu que tout au long du film, je me suis dit... Tiens, le thème de l'homme nouveau avec des capacités que l'on nous explique comme étant plausibles et faisant partie de l'évolution de l'homme, on se croirait dans Incassable. Le clin d'œil final, même s'il m'a complètement pris par surprise, était donc assez logique. Du bon fanservice, quoi. Ouais, il y a du bon et du mauvais fanservice. Là, c'en était un bon parce que... Faut leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. Mais ce clin d'œil n'est pas juste un clin d'œil. Il termine de légitimer l'aspect fantastique du film. Car si certains spectateurs peuvent trouver la résistance physique de Kevin un peu grosse et tirée par les cheveux, faire référence au surhumain d'Incassable rend complètement cohérent la résistance et les facultés incroyables de Kevin dans la diégèse du film, autrement dit dans l'univers créé par le film lui-même. Remets le couvert. Si tu n'as pas vu Incassable, eh ben la référence tu la comprends pas. Tu peux pas comprendre que Split se déroule dans le même monde qu'Incassable et tu ne peux donc pas comprendre que dans la diégèse de Split, ce n'est pas illogique qu'un homme soit aussi résistant et doté de telles capacités. Donc, même si le film reste malgré tout compréhensible sans cette scène finale, Split n'est pas autocontenu. Il ne se suffit pas à lui-même puisqu'il faut avoir vu un autre film pour bien comprendre tous les tenants et aboutissants de l'histoire. Cela dit, un film se rapprochant de l'univers des super-héros plus un univers partagé égale un Shyamalan qui essaie de surfer sur un phénomène de mode. Mais gageons qu'il saura jouer avec les codes du film de super-héros actuel pour mieux le transcender. J'espère vraiment que ce sera le cas. T'es bien parti mon gars, fais pas tout foirer. Allez, on continue dans du lourd. Une comédie dramatique française en 4ème place de mon classement. Oui, je suis sérieux quand je vous disais que je n'étais fermé à aucun genre. Bonjour, je suis Patient. Le film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Ouais, Patient m'a non seulement foutu une grosse claque, mais c'est aussi un de mes plus gros coups de cœur de cette année. L'écriture est sincère, crédible et absolument pas mélodramatique vis-à-vis du handicap et des handicapés. Les blagues fonctionnent bien et sont d'autant plus crédibles que les dialogues sont plausibles et surtout impeccablement joués par tous les acteurs. De ce point de vue-là, Patient est brillant. Mais la réalisation n'est pas en reste, loin de là. J'ai même été agréablement surpris. La gestion des valeurs de plan, des focales, des axes de caméra, l'ambition artistique est là. Le film n'est absolument pas plat. On assiste même à de très jolis moments musicaux. Bref, Patient est maîtrisé du premier à son dernier plan. Dernier plan que j'ai d'ailleurs trouvé d'une force poétique vraiment puissante. Et nous voilà sur le podium avec le premier film que j'ai vu cette année, Tous en scène, intitulé Sing en VO. Qui peut tracer des formes géométriques de la taille d'un terrain de football? Quelle machine peut plier un pied de maïs sans le casser? C'est pas fait à la main, c'est trop parfait.
Des animaux ces temps-ci ont un comportement bizarre, voire violent. Comme s'ils sentaient la présence d'un prédateur. Alors non, j'ai pas dit signe, j'ai dit signe. Le film de Shyamalan, on en a parlé à l'instant. Alors pour faire simple, Tous en scène, c'est une sorte d'à la recherche de la nouvelle star avec des animaux anthropomorphes qui mènent leur petite vie pépère. Il est mignon le pépère. En voyant la bande-annonce, j'avais un peu peur d'un film d'animation assez banal, centré sur la musique pop et commerciale actuelle qui ne me touche pas vraiment. Oh my gosh, look at her butt. Ouais, ça me fait même un peu dégobiller. Mais ce film réussit la performance d'harmoniser un grand nombre de musiques actuelles et plus anciennes. Ah ouais, là c'est mieux. J'ai même eu un vrai frisson de plaisir en entendant la chanson interprétée par le gorille à la fin. Au-delà de ça, les personnages sont attachants et bien développés, leurs problèmes sont variés, réalistes, et on s'attarde sur chacun d'eux de manière égale, même si certains de ces problèmes sont réglés de façon assez magique. Ouais, il fallait bien que ce film d'animation dure moins de 2 heures. Une très bonne surprise donc qui envoie Tous en scène très haut dans ce classement. Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de Brick FM TV, puisque nous accueillons aujourd'hui le célèbre Batman. Batman. Et vous ne croyez pas si bien dire, puisque nous allons parler de votre nouveau film intitulé Lego Batman. Batman. Oui, je trouve cela étrange aussi. C'est comme si dans un monde peuplé par exemple, disons, d'humains, on produisait un film qui s'appelle Humain Batman. Mais enfin, passons. Batman. Vous avez parfaitement bien résumé le film, Batman. La scène d'intro de Lego Batman est tout simplement hilarante, parodiant avec brio n'importe quel bon film auquel vous avez participé. Batman. Tout à fait. Le film foisonne de clins d'œil parfois très pointus. C'est un régal pour les fans. D'autant que c'est tout à fait le genre de film qui se prête parfaitement au fanservice à outrance. Alors pourquoi s'en priver ? Batman. Oh non, ce sont les mauvaises langues qui disent ça. En tout cas, ce Batman a ses codes caractériels et narratifs. Il est intelligemment écrit et défini. En somme, il s'agit d'une nouvelle version du Chevalier Noir, à placer à côté de la version de 1966, de celle de la série animée des années 90, ou bien des Batman de Tim Burton ou Nolan. Bien sûr, la version originale est à privilégier. Les blagues y sont plus efficaces, l'ensemble est mieux joué, et surtout, vous éviterez la souffrance d'entendre des joueurs de foot doubler vos personnages préférés à la place d'authentiques acteurs de doublage. Ou du moins, d'authentiques acteurs tout court. Batman. Pour conclure, si un classement quelconque devait exister, je pense que Lego Batman trouverait sa place bien haut. Batman ? Excellente question par laquelle je répondrai bien évidemment oui, mais seulement avec des cornichons. Et pour clôturer ce journal, Batman va à présent vous dévoiler le sens de la vie. Batman, c'est à vous. Batman. Incroyable! À bientôt pour une nouvelle édition spéciale de Brick FM TV. Et maintenant, voici le premier fucking film de ce classement, préparez-vous, il s'agit de... attention mon petit père, c'est le premier, on attend un peu, on tease, on est comme ça, prépare-toi, son nom arrive, il arrive bientôt, tout de suite, maintenant, le numéro 1 du premier Cinéma Shop, c'est... Maintenant, c'est celui-là, c'est... Ouais, j'ai aucun problème à le dire, Kong Skull... Putain, Kong Skull... Ouais, j'ai aucun problème à le dire, Kong Skull... Bon, si j'ai de gros problèmes à dire Kong Skull Island. Ah bah non, ça va. Enfin bref, Kong, c'est LE film que je préférerais revoir si on me le proposait parmi ces 21 longs métrages. J'ai pris plus qu'une grosse claque avec ce film. Tu m'aimes, hein? Dis-moi que tu m'aimes! Oui, je t'aime. Oui, Kong Skull Island, je t'aime. L'enfant qui est en moi t'aime. L'ado qui est en moi t'aime. Le fan de gros monstres qui est en moi t'aime. L'aficionados de ralenti et de bullet time qui est en moi t'aime. L'amoureux des sons percutants et rythmiques t'aime. Bref, Kong Skull Island, l'adulte que je suis t'aime d'un amour profond. Et ça, c'est beau. Alors que je laissais exploser ma joie sur les réseaux sociaux, chose qu'on doit évidemment éviter puisqu'il y aura forcément un connard pour te dire que tu as eu tort d'être heureux, je me suis pris une réflexion du style: ce film manque complètement de profondeur, ça coûtait rien d'y mettre un scénar digne de ce nom. Ce à quoi j'ai envie de répondre, c'est vrai. Mais est-ce qu'on va demander à un match de catch d'être profond? On n'a pas aussi forcément envie de se prendre la tête chaque soir, il faut aussi se la libérer. Je veux dire, je suis complètement d'accord avec Alexandre quand il dit: ne confondons pas essayer de voir quelque chose de brillant et se prendre la tête. C'est pour ça que j'ai attendu avec impatience Moonlight et que ces films font partie de mes films préférés. Mais de temps en temps, j'assume totalement vouloir mettre mon cerveau de côté et me laisser enivrer par des images et des sons qui m'explosent à la figure. Je veux dire, bon, un des principes de mon émission, c'est...
Bref, ce n'est pas parce que j'aime des films superficiels comme Kong que je ne vais pas regarder des films comme Barton Fink. Derrière, il y a un moment pour tout et un public pour tout. Tant que le film n'est pas blessant ou irrespectueux dans son propos, qu'on a le recul nécessaire pour se dire c'était bon mais qu'est-ce que c'était con, et qu'on sait nourrir sa culture et son intellect avec autre chose, je ne vois vraiment pas ce qui est dérangeant. Donc, Kong Skull Island, tu mérites complètement ta place au pinacle de mon classement. Et bien voilà, c'est la fin, ou presque. Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode de Ciné Mashup. Je vous rappelle que ce classement n'est là qu'à titre indicatif. Encore une fois, ce ne sont que des tendances. Il n'est pas dit que je le respecte strictement dans la vraie vie, et il ne sera sans doute pas autant valable dans 5 ou 10 ans. Mais il reflète néanmoins mon état d'esprit actuel. Ce classement, vous pouvez le retrouver sur mes pages Facebook et Twitter. Toutes les infos sont disponibles dans la description de cette vidéo. Je remercie Freaking Ren de m'avoir habillé pour cet épisode. Sans eux, j'aurais dû tourner tout nu. Je remercie également tous mes tipeurs adorés qui me soutiennent, bravo, vous êtes géniaux. J'attends vos retours sur cette première émission, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a moins plu. N'hésitez pas non plus à débattre calmement dans la joie et l'allégresse des films dont j'ai parlé si vous avez des choses à dire, et surtout, partagez, partagez, partagez et repartagez encore l'émission autour de vous si elle vous a plu afin de la faire connaître au plus grand nombre. Et oui, je sais, il y a de nombreux films que je n'ai pas vus, mais écoutez, je ne suis pas une machine, hein. Et puis le cinéma doit avant tout être un plaisir, pas une obligation. Je reviens donc dans 3 mois pour les films que j'aurai vus entre avril et juin, mais en attendant, il est temps de s'en prendre plein les yeux et les oreilles. C'était le premier Ciné Mashup.